Au sommaire de cette édition, une investiture, une cérémonie pour l'histoire ce vendredi au Nigeria. Sur la grande place d'Abuja, Goodluck Jonathan a cédé son poste de président à Muhammadu Buhari, élu le 28 mars dernier. Cérémonie à laquelle a pris part un parterre de dignitaires étrangers, parmi lesquels le président togolais Faure Issozimna Gnassingbé. Ce 29 mai, la communauté internationale célèbre la journée internationale des casques bleus. C'est 116 000 soldats de 122 pays qui, au prix de leur vie, œuvrent pour le maintien de la paix sous la bannière de l'ONU et ses différentes missions. Et puis Sepp Blatter tient toujours le gouvernail du bateau FIFA. Malgré la tempête qui secoue l'instance du football mondial, le Suisse de 79 ans a été réélu à la tête de la Fédération internationale de football pour un 5e mandat de 4 ans. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Investiture officielle donc ce vendredi du général Muhammadu Buhari, le nouveau président nigérien. Goodluck Jonathan lui a passé le témoin à Abuja, la capitale politique du pays. De nombreux chefs d'État et personnalités y ont pris part. Parmi eux, il y avait le chef de l'État togolais, Faure Issozimna Gnassingbé. Nous reviendrons tout à l'heure sur le détail de cette cérémonie d'investiture dans le courant de ce journal. Et puis notez que ce vendredi, au courrier arrivé du président de la République, que des messages de félicitations. Et ce vendredi, ce sont les secrétaires, le secrétaire général du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, l'administrateur de la Banque mondiale et le député européen Louis Michel qui ont félicité le chef de l'État pour sa réélection à la tête du pays. Ils lui ont souhaité également toute la réussite nécessaire à l'accomplissement des réformes qu'il continuera ou entreprendra au cours de ce nouveau quinquennat. À la primature ce matin, le chef du gouvernement, Kossissi Lagodji-Aomezounou, a reçu en audience une délégation chinoise de la société Shanghai Hu Pharmaceutical conduite par Hu Kung Chao. Les discussions ont porté sur l'accompagnement que ce laboratoire chinois apportera à notre pays pour venir en aide aux populations dans le domaine de la santé. Et le chef de la délégation a fait le point des échanges avec le Premier ministre à la fin de l'entretien. Il était au micro de Clarisse Aticlé. Ils viennent du laboratoire Jianghu en Chine au niveau de Shanghai. Donc ils sont venus au Togo, à Lomé ici, c'est pour pouvoir développer un peu les bonnes relations entre la Chine et le Togo en faisant un don au ministère de la Santé de certains de leurs produits qui respectent toutes les normes internationales, vu qu'ils ont aussi des annexes aux États-Unis, en Europe, ainsi de suite. Et ils voudraient aussi pouvoir s'implanter au Togo ici pour couvrir toute la sous-région avec leur laboratoire pour revendre des produits de qualité au Togo là ici. Et en attendant le prochain soutien du laboratoire pharmaceutique chinois au Togo, les professionnels de la pharmacie dans notre pays se sont retrouvés ce vendredi à Lomé. Réunis au sein de l'Ordre national des pharmaciens du Togo, ils vont tabler sur l'action du pharmacien comme acteur économique et social. Et ces 8e journées ont été ouvertes par le Premier ministre Kossissi Lagodji-Aomezounou. Les précisions avec Dodo Waré et Tchazinam Baga. Dans leurs activités quotidiennes, les pharmaciens emploient du personnel. Ils achètent et vendent des médicaments, ils réalisent des chiffres d'affaires, ils paient les impôts et contribuent ainsi au PIB. Ces aspects longtemps ignorés vont retenir l'attention des différents acteurs de ce secteur au cours de ces 8e journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Vous savez, les pharmaciens, c'est des entrepreneurs puisqu'ils font du commerce d'un produit certes spécial, mais ils achètent et vendent, donc c'est des acteurs économiques. C'est aussi des acteurs qui créent des emplois. Le secteur pharmaceutique, entre ses grossistes et répartiteurs, c'est près de 3000 emplois qui sont en jeu. Et aussi, c'est un contribuable à l'économie nationale par la fiscalité. Et également, le pharmacien, même quand il exerce dans le public, contribue à l'économie nationale parce qu'il permet de préserver les ressources qui sont investies dans la santé.
Pour le gouvernement déterminé à atteindre l'émergence du Togo d'ici à 2030, il est question de mobiliser tous les acteurs économiques et sociaux. Le développement fulgurant du secteur de la pharmacie ces dernières années, marqué par la multiplicité des officines, mais également la création des industries pharmaceutiques, font de lui un secteur porteur de croissance sur lequel le gouvernement veut miser. Une population en bonne santé est le premier facteur de développement. C'est-à-dire un homme qui a une santé meilleure est toujours capable de produire plus et c'est ça qui contribue réellement au développement. Mais le deuxième titre qui nous intéresse dans le cadre de la vision Togo 2030 également, c'est comment faire des officines pharmaceutiques de grandes sociétés pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des entreprises individuelles dans la pharmacie, comment créer des grands groupes, des industries pharmaceutiques qui intègrent la plupart des couches de la population, c'est-à-dire les autres secteurs économiques, en l'occurrence tout ce qui concerne la recherche, tout ce qui concerne le secteur des services, tout ce qui concerne le secteur industriel, afin que nous puissions réellement faire du secteur pharmaceutique un levier de développement. Il s'agit en somme d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des populations togolaises aux médicaments de bonne qualité, mais également à booster l'économie nationale, a souligné le Premier ministre. Silia Godiahoumezounou a rassuré les pharmaciens de la disponibilité du gouvernement à les accompagner dans le développement de leur secteur. L'État togolais restera vigilant et présent quant à la nécessité de la primauté de l'intérêt du patient et de l'intérêt général sur l'intérêt individuel et pécuniaire du professionnel. Cela ne voudrait pas dire du tout que nous vous refusons de prospérer. Au contraire, cela nous voudrait vous aider à mieux exercer votre profession et à prospérer, c'est de l'intérêt de l'État. Notre pays est résolument engagé dans une démarche vers un développement harmonieux de ces secteurs vitaux pour assurer son émergence économique à moyen terme. Votre secteur d'activité est appelé à assurer un rôle éminemment important pour garantir la bonne santé des principaux acteurs de ce développement des populations, facteurs essentiels de production et aussi consommateurs. Notre secteur pharmaceutique doit se développer pour non seulement rendre disponibles des produits de santé de qualité dans tous les coins et recoins de notre pays accessibles à tous, mais aussi pour protéger les populations et notre économie du fléau du trafic illicite, des faux médicaments qui menacent d'infiltrer même nos circuits légaux. Le gouvernement attend également de votre secteur qu'il s'engage dans le développement d'autres maillons de la pharmacie au Togo. La recherche sur le plan médicinal et le développement d'une industrie locale performante permettra dans ce domaine à notre pays d'être dans la compétition industrielle au sein de notre espace commun, la CEDEAO. Nous devons profiter des opportunités qu'offre cet espace économique. Nous saluons vos actions en faveur des populations et votre intervention dans le cadre des présentes journées en direction des patients de l'hôpital de Zébé, un centre national de référence en matière de psychiatrie au Togo. Mais le gouvernement attend et vous exhorte à plus d'engagement pour une meilleure disponibilité des médicaments génériques de qualité qui couvrent les pathologies les plus courantes dans notre pays. Aussi voudrais-je bien espérer que votre thème médical de cet après-midi a été choisi à bon escient pour vous permettre de réfléchir à la disponibilité et à l'accessibilité des médicaments anticancéreux dans notre pays. Enfin, et je le dirai jamais assez, vos concitoyens de l'intérieur du pays ont besoin de vos services. Le gouvernement fait déjà un pas important avec les importants investissements dans la modernisation des villes et des régions. Je vous en appelle donc à accompagner ces efforts du gouvernement en matière de développement décentralisé de notre pays et pour un accès équitable aux soins de santé. Oui, je reconnais humblement que pour que les pharmaciens s'installent à l'intérieur, il faut qu'il y ait une capacité de prise en charge de toutes les pathologies, permettant donc que les populations puissent avoir besoin de médicaments à disposition à côté. À ce moment, les pharmaciens pourront s'installer. Nous le reconnaissons humblement. Mais nous vous disons que nous pouvons ensemble conjuguer nos efforts pour y arriver. En tout état de cause, à raison de la politique de développement et d'aménagement du territoire et de la décentralisation, nous n'avons pas d'autre solution que de développer nos centres de santé préfectoraux et régionaux. Cela se fera progressivement, mais avec détermination. Et je voudrais à cet instant que les pharmaciens s'engagent aussi à l'accompagner de telle manière que ce ne soit plus Lomé et le désert togolais en matière de pharmacie. Acteurs économiques et sociaux, les pharmaciens sont avant tout des agents de santé publique. Voilà pourquoi ces assises vont permettre de plancher sur l'histoire de la pharmacie au Togo et les cancers en gynécologie. Les filières d'importation et la problématique de la qualité des médicaments au Togo sera justement le thème de l'émission Au cœur de la nation de ce soir. Une émission à suivre donc en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h avec Franck Missité et ses invités.
Ce vendredi 29 mai, je vous le disais, est la journée mondiale des casques bleus. Les casques bleus, ce sont ces près de 116 000 soldats des Nations Unies qui composent les forces des opérations de maintien de la paix. Et au Togo, c'est une conférence débat sur la participation et le sacrifice de ces hommes et femmes pour la paix dans le monde qui a marqué la journée. Lucassi, Adolphe Paca. Tous les jours, on les voit dans les conflits armés sous le nom de casques bleus, militaires, policiers et civils pour des opérations de maintien de la paix. C'est le 29 mai 1948 qu'un contingent a été déployé pour la première fois par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme observateur militaire au Moyen-Orient, chargé de la surveillance de la trêve en Palestine. L'abnégation de ces hommes a risqué leur vie pour la paix dans les zones en conflit, a amené en 2002 les Nations Unies à leur consacrer une journée, celle du 29 mai de chaque année. Les casques bleus, c'est des militaires, des policiers, des hommes civils de l'ONU qui sont mis à la disposition des pays dans lesquels la paix est menacée. Et donc, à partir du moment où le FTCD œuvre pour la paix, bien évidemment, on ne peut que s'inscrire dans cette ligne. Nous, en tant que société civile, et dans le cadre de nos activités civilo-militaires, on s'est dit que c'était une opportunité quand même d'attirer l'attention de la population togolaise sur cette journée et le bien fondé de leur mission, parce que ce sont des gens qui se sacrifient. Honorer la mémoire de ces hommes et femmes qui ont perdu leur vie au service de la paix et rendre hommage à tous ceux qui poursuivent la même mission avec professionnalisme et courage, c'est l'objectif de cette journée célébrée dans le monde et au Togo à travers les offices religieux, conférences, débats et une caravane pour le maintien de la paix. Depuis 1948, ils sont plus de 3300 casques bleus célébrés en martyrs et en 2014, ils sont 126, dont 5 Togolais qui vont recevoir ce jour à titre posthume la médaille de Dag Hammarskjöld au siège des Nations Unies à New York. L'ONU est présente dans 16 pays en conflit à travers ses opérations de maintien de la paix. Le Togo y participe par l'implication des forces armées togolaises en Côte d'Ivoire, au Mali, au Darfour et à Haïti. Une implication appréciée de par ses performances grâce au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix dont dispose notre pays depuis 2009. Retour sur le rôle du Togo dans ce processus de maintien de la paix avec ce dossier de Adolphe Paca. Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix d'Adi-Dogomé, c'est l'une des principales structures dont s'est doté le Togo depuis 2009 dans le but de contribuer valablement au maintien de la paix dans le monde. Nous avons nos troupes au Darfour, au Mali, en Côte d'Ivoire, au niveau du Polisario, en Syrie, un peu partout dans le monde. Donc les contingents togolais sont sollicités du fait que nous n'êtes pas sans le savoir que nous avons une force armée quand même qui est très disciplinée et très professionnelle. L'instruction sur les tirs, l'appui médical du bataillon, le génie du combat et le droit international humanitaire, autant de modules de formation donnés dans ce centre aux forces armées togolaises PAT pour mieux les préparer à plus d'efficacité aux opérations de maintien de la paix. De 2011 à 2013, plus de 7000 militaires des FAT ont suivi cette formation pour venir en appui au casque bleu des Nations Unies dans les différentes zones de crise. C'est ainsi que le Togo s'est illustré dans le déploiement des contingents en Côte d'Ivoire dans la crise post-électorale de 2011, en 2012 avec 650 hommes au Mali et d'autres bataillons au Darfour et en Centrafrique. Le Togo est un pays qu'on peut citer comme modèle, comme un exemple en Afrique, du fait même qu'on a même un centre de formation à Idogomé qui forme les troupes avant leur déploiement. On a un centre de formation des casques bleus à Idogomé où les gens sont formés sur les principes des Nations Unies, sur les principes des missions de paix à travers le monde. À ce jour, près de 2000 militaires togolais sont encore en mission dans des zones en conflit où ils s'évertuent chaque jour à maintenir la paix et à protéger les civils. Cette journée leur est donc dédiée. L'industrie togolaise est à l'image de celle de l'Afrique.
Elle est toujours à la traîne, mais dispose par contre de plusieurs atouts. Esther Laclé nous fait découvrir dans le dossier qui suit les plombs dans les ailes de l'industrialisation du Togo et les efforts déployés pour redorer le blason du secteur. Suivez. L'Afrique est un grenier de matières premières. Pourtant, ses activités industrielles peinent toujours à évoluer. Au Togo, la participation du secteur au PIB est estimée à 25%. Entre autres, elle crée des emplois, accroît les revenus et favorise le progrès. On peut parler de l'intégration désormais de la politique togolaise en termes donc de diplomatie qui accompagne justement les différents acteurs économiques à l'extérieur pour leur faciliter effectivement les rapports entre des partenaires qui n'étaient pas connus. Et donc cet accompagnement au plus haut niveau donc de l'État permet effectivement de booster davantage la capacité de voir nos produits togolais, made in Togo, exportés justement à l'extérieur. Nous pouvons également parler de la mise en place des réformes. Toutes les réformes qui sont liées effectivement à l'assainissement justement d'un climat économique prospère. Je veux parler de la mise en place de l'OTR. Nous parlons également de la mise en place donc du guichet unique qui ont permis d'assainir un peu notre environnement, de limiter les problèmes effectivement de corruption et de faire en sorte que l'État réussisse à renforcer ses capacités de mobilisation donc de recettes pour poursuivre évidemment les efforts de développement. Il ne s'agit plus seulement de produire, mais d'être compétitif pour espérer tirer profit des marchés de plus en plus ouverts et concurrentiels. Par exemple, les besoins du Togo en huile végétale sont estimés à 70 000 tonnes par an. La société Nyoto produit en moyenne 4 000 tonnes et 70% de cette production annuelle est exportée. D'où la nécessité de promouvoir les produits locaux pour combler les besoins nationaux. Nous avons souhaité que soit mis en place un observatoire national et qui soit capable à un moment donné de reprendre un peu tous ces paramètres en ligne de compte et de proposer des contrôles beaucoup plus drastiques tant au niveau donc du contrôle de la fiscalité et de tous les facteurs douaniers, mais aussi de la qualité des différents produits. Nous avons également pensé qu'il serait bon de réfléchir sur la mise en place justement d'une véritable politique industrielle qui va susciter la consommation du produit togolais sans complexe afin que ce blocage d'ordre psychologique qui tend à penser que les produits togolais ne sont pas forcément des produits de qualité, que ce blocage psychologique soit levé. Et là, nous allons faire appel également à la conduite citoyenne qui devrait faciliter justement cette véritable politique que nous souhaitons, une politique industrielle ambitieuse dans laquelle les acteurs qui sont des consommateurs également togolais et étrangers sur le territoire seraient appelés pour jouer pratiquement un rôle de premier rang parce que c'est eux les premiers consommateurs. Il faut structurer davantage le tissu industriel togolais. De structurer pourquoi? Il faut donner effectivement les moyens aux structures comme le groupement des industries du Togo de pouvoir jouer pleinement leur rôle en termes donc de proposition de mesures. Et c'est là où nous appelons à la mise en place d'un cadre de concertation nationale où tous les acteurs, tant industriels effectivement qu'économiques, puissent se retrouver pour être véritablement des acteurs de proposition, évidemment de paramètres de sortie de crise qui permettraient de renforcer cette politique industrielle ambitieuse que nous souhaitons. D'après le dernier rapport du Doing Business, le Togo a gagné 15 points, en partie grâce à son industrie en pleine mutation. Reste à intensifier les investissements industriels et le développement des échanges commerciaux pour que la croissance puisse mieux résister aux chocs exogènes et se traduise par une transformation économique. Déjà, le boom attendu de l'exploitation du terminal à conteneurs pour le transbordement devra générer une multitude d'activités industrielles et des milliers d'emplois professionnels. Un nouvel outil de lutte contre les sinistres vient d'être mis en route. Il s'agit du projet de prévention des catastrophes qui a officiellement été lancé cette semaine à Sokodé. Les précisions avec la marque Boudjouna. Le projet prévention des inondations de la rivière Pondio et la viabilisation de l'espace scolaire de l'EPP Barrière à Sokodé est financé à hauteur de 36 millions de francs CFA par la Banque mondiale. Il consiste à lutter contre les inondations liées aux crues de la rivière Pondio par des activités de dressage et du dégagement des ordures et autres objets d'encombrement
du lit de la rivière pour faciliter l'écoulement des eaux. Ici, le projet consiste à lutter contre les inondations qui se produisent régulièrement de façon récurrente au niveau du cours d'eau Ponjo de la ville de Sokodé. Il a été initié conjointement par la mairie et l'association dénommée Association Plan Sud. Ce projet consiste à traiter le cours d'eau de sorte à ce que les inondations puissent être évitées pour les années à venir. La sensibilisation des populations riveraines de Pondio sur la gestion des ordures ménagères, la mise en place des comités d'entretien et de protection des berges dans chacun des quartiers riverains, la délimitation d'un périmètre de 10 mètres de part et d'autre de la rivière sur 5 km, le reboisement de 10 mètres de part et d'autre du lit sur une distance de 3 km, la construction de 350 mètres de caniveaux autour de l'EPP Barrière sont les principales activités du projet. On revient à l'actualité du jour, je vous le disais, il s'appelle Muhammadu Buhari. Il a officiellement pris fonction ce vendredi comme président de la République fédérale du Nigeria. Le nouveau président Buhari s'est engagé à relever les énormes défis auxquels son pays est confronté, en particulier la lutte contre les islamistes de Boko Haram, qu'il a qualifié de gens fous et sans Dieu. Et de nombreux chefs d'État et de personnalités ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Parmi eux, il y avait le chef de l'État togolais, Faure Essejimna Gnassingbé. Le compte rendu avec Aimé Abalé. Eagle Square d'Abuja, bondé de monde et drapé aux couleurs du Nigeria pour le sacre de Muhammadu Buhari, nouveau président de la République et commandant en chef des forces armées nigérianes. Son prédécesseur, Goodluck Jonathan, lui a transmis officiellement les rênes du pouvoir ce 29 mai au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle on prépare de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont Faure Gnassingbé du Togo, ainsi que diverses personnalités et des milliers de Nigérians venus acclamer leur nouveau chef d'État. Je jure de respecter la Constitution, d'être au service du peuple, de défendre l'intérêt général, protéger l'intégrité territoriale du pays et pourvoir aux besoins de mes concitoyens, a-t-il promis devant la Cour constitutionnelle de son pays, la main sur la Bible. Le général Buhari a également félicité son prédécesseur, Goodluck Jonathan, pour son leadership et sa qualité d'homme d'État, par lesquels il a pu asseoir sa gouvernance, rendant les Nigérians fiers de leur pays. Il a réitéré ses promesses de campagne relatives au redressement de l'économie, avec à la clé la stabilisation du Naira, l'emploi des jeunes, la lutte contre les maladies et les changements climatiques. Muhammadu Buhari a surtout remercié les pays de la CEDEAO, d'Afrique et du monde pour leurs différentes collaborations. Il les a rassurés quant aux exigences de l'heure, qui sont surtout d'ordre sécuritaire. Ancien gouverneur du nord-ouest du Nigeria, puis chef de l'État de 1983 à 1985, Muhammadu Buhari revient donc sur la scène politique grâce à la victoire de son parti, le APC, All Progressive Congress, aux élections générales du 28 mars dernier. Son parti est aussi à la tête de 22 des 36 États que compte le pays. Buhari incarne désormais, avec son vice-président, le professeur Yemi Asimbajo, un nouvel espoir pour le peuple nigérian, 180 millions d'âmes qui n'aspirent qu'à un mieux-être. Muhammadu Buhari a placé son investiture sous le sceau de la paix. Il a procédé solennellement à un lâcher de pigeons, le signe de sa volonté à pacifier surtout le nord de son pays en proie aux affres de Boko Haram. Il a d'autres défis à relever, notamment la lutte contre la pauvreté, le combat à mener également contre la corruption et surtout la résolution de la crise du pétrole. Après la cérémonie, le président Faure Gnassingbé a eu des échanges avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba avant de regagner Lomé.
Et c'est ce matin à 9h, heure locale nigériane, que le président Faure Zimna Nyazingbe est arrivé à l'aéroport Nnamdi Azikiwe à bord de son Fokker dans la capitale politique du Nigeria, accueilli par le secrétaire d'État à la présidence nigériane. Il a eu droit aux honneurs militaires et aux ovations de la colonie togolaise à Abuja, avant de rejoindre donc ses appartements à l'hôtel Hilton. Et c'est de là qu'il a rejoint le lieu de la cérémonie d'investiture au Eagle Square d'Abuja. En page nationale, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a ouvert la campagne de vente des produits céréaliers à partir de ce vendredi 29 mai 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Le colonel Urokura Agadazi était ce matin dans le magasin de l'Ansat d'Adi de Gomé, où il a donné le ton à la campagne édition 2015. Augustin Kossi, Christine Pechekelode. Des tonnes de maïs et de riz dans ce magasin de l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Plusieurs autres sont aussi fournis à l'image de celui-ci sur toute l'étendue du territoire national. C'est le stock de sécurité alimentaire. Le gouvernement a ouvert les portes de ces magasins au moment où les prix des produits céréaliers connaissent une légère hausse sur le marché. Pour cette opération, Diopé est l'un des tout premiers bénéficiaires. Il vient de faire ses achats. Je suis venu ici. Le sac se vend, le sac de maïs est à 9 500. J'ai trouvé ça plus intéressant puisque quelque part ça revient, le bol revient à 475 par rapport à ce qui est sur le marché qui est à 600, disons 650 chez certaines personnes. Pour le gouvernement, cette campagne est une mesure qui vise à préserver les intérêts de toutes les composantes du secteur agricole. Cette ouverture des magasins a été faite non pas pour réguler les prix comme certains aiment à le dire, mais faire en sorte à ce que la tendance stable des prix se maintienne avec comme souci de combler les attentes des consommateurs togolais. Les ventes s'effectuent au niveau des magasins de l'ANSAT implantés dans toutes les régions du pays. Autre actualité de ce vendredi, un scrutin sous tension, un second tour annoncé et puis finalement annulé. L'élection du président de la FIFA sur fond de scandale planétaire a donné lieu à une journée rocambolesque, donc à Zurich. Mais ce soir, Joseph Blatter est réélu à la tête de l'instance mondiale du football pour un nouveau mandat de 4 ans. Il vient d'être réélu à la tête de la FIFA en plein scandale de la corruption. Il s'avance très ému. Quelques sifflets dans la salle, mais aussi de nombreux applaudissements. On the other hand, ladies and gentlemen, I thank you. Je vous remercie de m'avoir choisi, de m'avoir désigné pour les 4 prochaines années. Je serai le commandant de ce navire qu'on appelle la FIFA et nous allons ramener le bateau à quai. À la fin de son discours, il ne cache pas son bonheur. La confiance, ensemble, allez la FIFA, allons-y, merci. Le moment est historique. La journée avait été longue. Le vote avait commencé vers 17h. Un par un, les représentants des 209 fédérations de la FIFA se rendent dans les isoloirs près de la tribune. Et à 19h, les résultats tombent. Le prince Ali a eu 73 votes. Le président Blatter a eu 133. Et il faut 140 pour passer au premier tour. Un deuxième tour. On doit faire un deuxième tour. Mais quelques minutes plus tard, nouveau coup de théâtre. Le prince Ali, le challenger de Joseph Blatter, annonce qu'il se retire. C'est fini. La salle applaudit. Le vieux lion Joseph Blatter va serrer la main de Michel Platini, celui qui souhaitait son départ.
Joseph Blatter a gagné l'une de ses batailles les plus difficiles. Il est porté à la connaissance des candidats au recrutement des chauffeurs de l'Office togolais des recettes suivant l'avis numéro 0022 du 6 mars 2015 que les résultats du test écrit du samedi 23 mai 2015 sont disponibles à compter de ce vendredi 29 mai. Les candidats retenus sont invités à prendre part à un test pratique de conduite qui aura lieu à partir du mardi 2 juin 2015. Les résultats et le programme du test de conduite peuvent être consultés sur le site internet le www.otr.tg ou au siège de l'Office togolais des recettes au 41 rue des Impôts. Il est à noter également que les candidats retenus doivent se munir de leur carte nationale d'identité ou de leur passeport et de leur permis de conduire en cours de validité. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Abuja, au Nigeria. Au revoir.